Bienvenue à tous à cet entretien spécial en marge de la 13e édition des Atlantic Dialogues, cette conférence de haut niveau organisée par le think tank marocain Policy Center for the New South et qui réunit des experts, des décideurs, des chercheurs, mais aussi des hauts représentants d'organisations internationales qui se retrouvent ici cette année, en particulier à Rabat, après plusieurs sessions tenues à Marrakech. Donc nous sommes ici à Rabat. Nous partons à la rencontre, ou plutôt nous recevons dans ce studio aménagé à l'occasion les participants, quelques-uns des participants de très haut niveau qui sont donc ici pour discuter les challenges de ce nouveau Sud global. Et beaucoup de thématiques ont été discutées, parmi lesquelles la sécurité, la défense, la souveraineté, le changement climatique, l'immigration, la démographie, bref, tout ce qui nous concerne, nous, dans ce Sud global et particulièrement dans ces régions qui longent l'océan Atlantique. Avec moi est un immense plaisir que de l'accueillir l'ambassadeur Alessandro Minuto Rizzo, président de NATO Defense College Foundation. Ambassadeur Minuto Rizzo, merci beaucoup de répondre à nous. Merci à vous. Tout d'abord, pour le diplomate que vous êtes, comment voyez-vous un rassemblement comme celui-ci, compte tenu du contexte actuel qui ne manque pas de surprises, contexte géopolitique, bien naturellement? Vous savez, madame, je pense qu'à ces moments où vraiment nous voyons autour de nous telles difficultés, voyons des guerres et tout ça, je crois que c'est vraiment le moment des dialogues. C'est le moment où il est plus important qu'avant, c'est voir, discuter en ayant comme objectif, naturellement, l'empathie, la compréhension mutuelle. C'est très difficile parce qu'on vient de cultures différentes, mais c'est ce qu'il faut faire. Et normalement, ça fonctionne. Dans mon expérience, le plus on essaye de retrouver nos valeurs, d'en discuter, on retrouve des choses qui nous unissent. Il y a des choses qui nous divident, naturellement, mais c'est pas ça. C'est le fait que la sécurité internationale est quelque chose pour lequel il faut travailler. Il faut travailler. Ensemble, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on en parlait juste avant le début de cette interview, monsieur l'ambassadeur, si on prenait en compte la montée du nationalisme un peu partout en Europe, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, est-ce qu'on peut parler d'une coopération dans la défense au moment où nous parlons aujourd'hui? Et puis aussi des géants aussi qui se démarquent en Asie, pour ne citer que la Chine et l'Inde. Est-ce qu'il y a une réelle coopération qui peut perdurer après l'installation de ces variables aujourd'hui dans le monde? C'est indispensable de les faire. C'est indispensable. On peut pas. Si on veut avoir des enfants, des neveux et tout ça, il est indispensable de travailler pour la sécurité. Vous parlez du nationalisme. Le nationalisme est une bête qu'il faut garder avec beaucoup de prudence parce qu'il ne faut pas penser que le nationalisme est égal à identité. Identité nationale, c'est normal, n'est-ce pas? Nous avons tous notre identité. Rien, au contraire, c'est très bien. Nationalisme, ça veut dire que vous pensez que votre pays ou votre culture est meilleure que les autres. Et donc, vous avez le droit de supériorité. C'est ça qu'il faut combattre. Nous, en Europe, on a eu 2 guerres mondiales difficile, terrible, on a eu des millions de morts, de destruction en Europe, donc nous avons l'expérience de ça. Est-ce que cette expérience a servi? Parce qu'on a vu quand il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, bien on a vu que l'Europe s'est retrouvée face à une réalité qu'elle n'attendait pas et du coup elle n'était pas préparée à y faire face de la bonne manière, notamment sur le volet de défense et de sécurité militaire. Mais vous voyez, nous parlons de l'Europe, n'est-ce pas? Alors, l'Europe a eu cette expérience de 2 guerres mondiales que nous connaissons tous, nous avons étudié ça. Et le résultat final, c'est de trouver une cohésion parmi les pays européens pour ne se passe plus une chose pareille, n'est-ce pas? Alors, vous avez l'Union européenne, tout ça. Vous mentionnez la guerre en Ukraine, c'est-à-dire l'agression russe vers l'Ukraine, qui était devenue indépendante en 1991, si je ne me trompe pas. Et probablement, au point de vue russe, au début, on pensait que l'Europe serait silencieuse, laisserait les choses se passer d'une façon naturelle. Mais au contraire, on a vu
Et là, vous voyez que le nationalisme est une chose et de la cohésion et la responsabilité est autre chose. L'Europe, quand même, a trouvé une cohésion qu'on ne pouvait pas espérer au début. Parce que, finalement, la plupart des ressources énergétiques de l'Europe venaient de la Russie. Et donc, il était possible de penser que les Européens, pour peur de perdre le gaz naturel, de ne pas chauffer l'hiver, auraient laissé passer l'invasion russe. Et au contraire, on a tous, y compris mon pays, l'Italie, on a tous essayé et on a trouvé la façon de se libérer de ça. L'alternative. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui l'alternative, elle se trouve aussi en Afrique? Si oui, que ferait l'Europe pour soutenir des initiatives qui lui permettraient de trouver une alternative fiable au gaz russe, mais aussi à d'autres produits importés de Russie? Et en l'occurrence, je mets le doigt sur le secteur minier et en particulier le gaz. Et ce projet de gazoduc Nigeria-Maroc, par exemple. Écoutez, moi j'essaie de suivre. J'ai passé la plupart de ma carrière dans des organisations internationales, y compris l'OTAN, de travailler beaucoup avec votre pays, qui fait partie du dialogue méditerranéen de l'OTAN. Il ne faut pas oublier ça. Donc il y a une relation de partenariat qui existe et qu'on peut naturellement développer. Je trouve que l'Afrique... on pense souvent à l'Afrique comme une menace, n'est-ce pas, comme un problème, non? L'immigration illégale et tout ça. Mais c'est aussi une opportunité, je pense. J'ai l'impression que les choses en Afrique sont en train de changer. Il y a l'Union africaine, par exemple, c'est un bon exemple de coopération. Il y a naturellement beaucoup de faire. Il n'y a pas toute la responsabilité, c'est normal. Dans la vie, on commence. On ne peut pas arriver à la fin dans un jour. Mais il y a une coopération qui s'est faite. Le Maroc a une attitude de coopération, donc avec les autres pays africains, et c'est une chose absolument positive. Et je vois un pays chaque année que je viens ici qui s'améliore de plus en plus, donc ça fonctionne bien. Donc finalement, oui, il y a les problèmes. Il y en aura toujours des problèmes. Il ne faut pas penser que nous vivons dans un monde où il y a la paix et la sérénité pour toujours. Exact. L'importance de l'Afrique, ambassadeur Minuto Rizzo, l'importance de l'Afrique pour l'OTAN aujourd'hui, et comment elle se concrétise cette importance? Alors, on a, historiquement, je parle, au point de vue historique, on avait l'idée d'une Afrique, je parle plutôt de l'Afrique subsaharienne, donc je ne parle pas du Maroc, je ne parle pas du Maghreb. Qui est un allié non membre. C'est une autre chose. De l'OTAN, donc je ne peux pas, de l'organisation. Mélanger les choses. Donc je parle de l'Afrique subsaharienne. Était considéré un continent où il y avait des matières premières, qu'il y avait des richesses, mais aussi à quelque chose qui ne pouvait pas être un acteur politique ou économique. N'est-ce pas? Ça, c'était la façon traditionnelle de voir les choses. Maintenant, disons, les pays africains ont eu l'indépendance autour de 1960, plus ou moins, enfin, presque tous. Mais on a vu un progrès. Au Nigeria, pour exemple, un pays de 150 millions d'habitants, qui est un acteur global, invité aussi, le Sénégal et d'autres. Donc, je pense que l'Afrique est en train de développer. Et aussi, je parle du point de vue européen, dans le passé, on avait une vision un peu des préoccupations au point de vue démographique. On avait l'impression que l'Afrique était un continent où il y avait une explosion démographique et beaucoup d'immigrés sans frontières, impossible. Ce n'est pas le cas. On voit que la démographie africaine est en train de s'améliorer. Il y a moins de pression pour sortir des pays, je trouve. Donc j'ai honnêtement une opinion plutôt positive. Ça prend du temps, il y aura des crises, il y aura des guerres, mais est-ce que l'OTAN n'a pas d'appréhension sur la présence militaire, par exemple russe ou chinoise, en Afrique? Est-ce que cela ne représente pas pour vous une menace? Présence militaire de quel pays? De la Russie, par exemple. La Chine, par exemple. Vous voyez, là, peut-être vous avez raison. De s'installer notamment en Afrique de l'Ouest, sur cette côte atlantique de l'Afrique. Il y a des pays plus faibles que d'autres, n'est-ce pas? Prenez les pays du Sahel, par exemple. Vous comprenez bien de quoi je parle, n'est-ce pas? Alors, il est clair que pour certains de ces pays ils sont modestes au point de vue économique, au point de vue social, c'est facile peut-être pour
une armée organisée, même pas nombreuse, d'avoir des résultats importants. Vous prenez, comment s'appelle, le Wagner, par exemple. Mais à mon avis, tout ça n'est pas quelque chose de permanent, à mon avis. N'est pas quelque chose de permanent, ne peut pas être permanent. Et vous parlez aussi de la Chine. La Chine, c'est plutôt du côté économique, qu'il y a une présence chinoise assez importante. Et là, je crois qu'il est difficile de voir le futur. Je crois que les États africains, naturellement, doivent coopérer, mais doivent faire attention à ne pas perdre leur indépendance. C'est-à-dire donner à un pays étranger les ressources naturelles qu'ils ont, par exemple. Ça, c'est une question d'équilibre. Ça dépend d'un pays à l'autre. Alors, je finirai cette entrevue avec, bien sûr, c'est le big elephant in the room. Alors, le 20 janvier, le président Trump donc, sera investi. L'avenir de l'OTAN, en connaissant l'historique, n'est-ce pas, de l'ancien président américain quand il était in office, lors de son premier mandat, est-ce que vous pensez que le Trump premier sera le même avec l'OTAN? Naturellement, c'était la question que tout le monde se pose. On n'a pas la réponse à ça. Ce qu'on peut dire, c'est que certainement le nouveau président américain, il a l'expérience maintenant. Il sait qu'est-ce que ça veut dire être à la Maison-Blanche, qu'est-ce que ça veut dire aussi parler avec d'autres pays. Ce n'est pas facile, on ne peut pas faire les choses, c'est pas comme une affaire, vendre un immeuble ou l'acheter, n'est-ce pas? Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va se passer. À propos de l'OTAN, son propos, c'est de dire que les Européens doivent payer davantage. C'est-à-dire, à son avis, le poids est déséquilibré, c'est-à-dire les États-Unis ont la responsabilité de protéger l'Europe. Et les Européens ne font pas suffisance. Il y a un peu de vérité et pas toute la vérité. C'est-à-dire que certainement les Européens, comme on dit en anglais, ils ont eu les dividends of peace. Après la fin de la guerre froide, ils ont diminué les dépenses militaires pour développer un État social. C'est normal, je trouve. C'est une bonne chose à faire. Donc il n'y a pas de péchés sur lesquels il faut se repentir, n'est-ce pas? Et la situation après la guerre froide, après la guerre froide, semblait d'une paix permanente. N'est-ce pas? C'était l'impression qu'on a. Et donc, finalement, on a dépensé plutôt sur le social, plutôt sur les militaires. Maintenant, les choses sont en train de changer. Le monde, comme vous avez dit au début de notre conversation, est un endroit difficile, parfois un endroit difficile, problématique. Et alors, les Européens sont en train de changer ça. Et je crois dépenser plus pour la défense. Vous pensez que les Européens auront leur mot à dire pour la fin du conflit qui est aujourd'hui même en Ukraine? Vous pensez que les Européens auront leur mot à dire ou ça va se traiter entre les États-Unis et la Russie? C'est une situation difficile, hein, et il ne faut pas regarder les choses d'une façon simpliste, noir ou blanc, vertu au péché. Non, c'est plus complexe que ça, n'est-ce pas? Alors, l'Ukraine est un pays qui a été agressé, un pays de nouvelle indépendance, un pays jeune, si vous voulez, très jeune. Qui commence son histoire. Il a été attaqué par un pays assez important, assez gros, qui est la Fédération russe. Les Européens sont en train d'essayer d'aider les Ukrainiens au maximum. Ça ne veut pas dire ça qu'on veut faire la guerre avec la Russie, pas du tout. Il ne faut pas mélanger les choses, n'est-ce pas? Et aider l'Ukraine à se défendre, c'est un droit, je pense, c'est une bonne chose à faire pour un pays agressé sans raison. Mais cela dit, la Russie, un jour, je dois rentrer dans le contexte international, c'est un pays européen finalement, et je pense, personne n'a la certitude de ça, mais je pense qu'en 2025, on arrivera à une paix, quelque sorte de paix. Je ne sais pas, ce c'est le fait, j'ai aucune idée. À quel prix surtout aussi? Ce sont les négociations qui doivent se passer, mais je crois qu'on est maintenant en train de comprendre de tous les côtés que les coûts à supporter pour cette guerre est trop élevé. Trop élevé. Il faut terminer ça. Oui, mais ce sont les semaines à venir qui nous diront comment sera
terminer ce conflit. Merci beaucoup, ambassadeur Alessandro Minuto Rizzo, président du NATO Defense College Foundation. Merci d'avoir répondu. Merci beaucoup et merci pour ces questions si faciles. On reconnaît le diplomate que vous êtes. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Voilà, c'était cet entretien spécial que nous avons réalisé en marge de la 13e édition des Atlantic Dialogues, organisé par le think tank marocain Policy Center for the New South. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.